long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. The game's a game. The game's a game. The game's a game. The game's a game. Always. Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne Basket Session Reverse. Et comme il n'y avait pas de match NBA la nuit dernière, on s'est dit avec Shai qu'on ferait peut-être un petit point sur les trophées. Jusqu'à présent, on est quoi, à peu près à 30 matchs pour chaque équipe, où on se rapproche des 30 matchs. Ça fait 2 mois de compétition. Ouais, on est un peu en dessous des 30 matchs. Allez, on est au tiers de la saison. Ça peut être le moment de faire un petit point. Donc pour chaque trophée, Shai et moi, on va essayer de déjà de donner notre pronostic ou notre candidat à ce stade de la saison, et de réfléchir un petit peu quel joueur pourrait concurrencer, comment ça pourrait évoluer. Shai, est-ce qu'on commence tout de suite par le MVP ? Je me suis posé la question. Est-ce qu'on fait monter la sauce ou est-ce que... Même s'il n'y a pas une énorme... pas un énorme suspense, même si je pense qu'il y a plus qu'un candidat quand même. Allez, je te propose qu'on commence peut-être une entrée en douceur facile par le coach de l'année. Ok. Je vais te laisser débuter. Facile. Alors du coup, est-ce que tu veux que je donne un nom ? Est-ce que je te donne mes favoris à ce stade ? Une sorte de podium ? Qu'est-ce que tu préfères ? Déjà, un nom, je pense qu'on peut partir sur un nom et après des mentions. Ouais. Ah, c'est dur. Enfin, c'est dur. C'est pas dur, parce que je pense qu'à ce stade, Kenny Atkinson remporterait assez clairement le trophée, et très probable que je vote pour lui. Hein. Mais tu sais que j'aime bien aussi, j'aime bien ne pas oublier les autres coachs qui ont fait du bon boulot. Donc je dirais Kenny Atkinson pour l'impact absolument immédiat avec un effectif similaire à 99%, on va dire. L'impact immédiat sur les Cavs, que je trouve incroyable. Hein. C'est-à-dire que, et pourtant, je veux dire, j'aimais bien Bickerstaff, mais là, l'équipe caracole en tête de la conférence Est de la Ligue. Il a changé le style de jeu de l'équipe en la rendant plus performante, donc je dirais Kenny Atkinson. Et ensuite, quand même, c'est pour ça que je voulais mettre des mentions et que je dis que c'est pas du tout cuit non plus. Il y a quand même des équipes qui sont plus haut que ce que on pouvait attendre. Moi, tu sais que j'aime bien Taylor Jenkins, donc je vais le mettre parce que Memphis est deuxième. Memphis a une bonne équipe, mais Memphis a pas normalement l'équipe pour être deuxième, surtout après toutes les galères qu'ils ont eues ces derniers mois. Et je me permets de mettre sur le podium aussi Jamal Mosley, qui est obligé de composer avec les absences de Banchero et maintenant de Wagner, et qui arrive à maintenir Orlando pour le moment à une place respectable. Donc moi, ce serait mon podium, et s'il faut citer quelqu'un, Kenny Atkinson, voilà, s'il faut choisir. Alors moi, je serais comme toi sur Kenny Atkinson. Les Cavs sont premiers avec 23 victoires en 27 matchs, et comme tu l'as dit, l'effectif n'a pas changé. Il y a eu un vrai changement de style, entre guillemets. Il y a une patte Kenny Atkinson qui s'est tout de suite montrée, à la fois dans le style de jeu, dans la dynamique de groupe, dans certaines dynamiques individuelles. Donc pareil, je pense que Kenny Atkinson est très bien parti pour aller prendre le trophée. J'aime bien la mention sur Jamal Mosley, j'y ai pensé aussi. Et sur Taylor Jenkins, je vais te dire, je suis pas tout à fait d'accord. Ok. Et je vais te dire pourquoi. Il y a eu un changement majeur aux Grizzlies, dans le staff des Grizzlies cette année. Il y a eu l'arrivée d'un homme qui était peut-être un des meilleurs, pas le meilleur coach européen, mais un des meilleurs coachs européens. C'est Thomas Lizalo. Et il y a pas mal de vidéos en ce moment sur YouTube sur comment Thomas Lizalo et un autre assistant dont j'ai oublié le nom ont changé pas mal la manière de jouer des Grizzlies. Et aujourd'hui, Memphis a, comme par hasard, l'une des meilleures attaques de la ligue. Tu vois, et bien sûr que Taylor Jenkins est un bon coach. Je dis pas que Taylor Jenkins est un mauvais coach, hein, loin de là. En fait, c'est juste, je voulais mettre en avant un peu les assistants, parce que je me rends compte à l'instant, en fait, qu'on n'en parle jamais. Et notamment dans ce truc de coach de l'année, on fait jamais mention des assistants. Donc, t'as raison. Pour Atkinson, ça peut être vrai aussi. Pour n'importe quel coach, en fait, ça peut être vrai, l'impact de ses assistants, et c'est quelque chose qu'on met jamais en avant. T'as raison, mais il y a que les coachs eux-mêmes qui les mettent en avant dans les discours à la fin. Ils remercient l'ensemble du coaching staff, et c'est vrai que tu peux pas coacher. Les head coachs sont pas tout seuls. Ils délèguent vachement. Que ce soit dans le speech, dans l'attaque, défense, ils ont tous des spécialités avec une armée d'assistants, et c'est pas pour rien quand même. Et généralement, il y en a plein qui deviennent aussi head coach eux-mêmes en NBA ou en Europe après. Donc t'as tout à fait raison d'insister sur l'importance du staff, et ça n'enlève rien au coach lui-même, parce que souvent il compose en partie son staff. Ça lui enlève rien, mais il faut effectivement dire que c'est un trophée qui est un peu, limite il pourrait y avoir un trophée du meilleur coaching staff NBA, voilà. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai que ça pourrait presque être labellisé comme ça.
Ce qui me fait penser que les Celtics de 2008 qui gagnent avec Doc Rivers, qui s'appuie sur une très grosse défense, leur assistant défensif, c'est quand même Tom Thibodeau. Tom Thibodeau, ouais. Allez, je te propose qu'on passe au trophée de rookie de l'année, trophée difficile. Je vais te laisser commencer, Shai, sur qui est selon toi pour l'instant le rookie de l'année, ou qui est bien parti pour être le rookie de l'année. C'était déjà très difficile en début d'année parce que c'était une course très ouverte. On disait cette draft est médiocre, cette draft est a pas de tête de gondole à proprement parler. J'étais d'accord. Là, à l'heure actuelle, alors on va prendre en considération que Jared McCain malheureusement est blessé et a peu de chances de défendre son trophée, mais si ça s'arrêtait aujourd'hui, je pense que McCain serait peut-être rookie de l'année. Il a scoré fort quand les Sixers étaient vraiment dans la mouise, quand il n'y avait pas Embiid, quand il n'y avait pas Paul George. Il s'est vraiment montré pour un joueur aussi jeune, c'était impressionnant. Malheureusement, sa blessure risque de l'handicaper jusqu'à la fin de la saison et on ne devrait pas le revoir. Donc là, à l'heure actuelle, je dirais que j'aime la panoplie globale et l'impact général de Stephen Castle. J'étais pas très forcément confiant, serein à son sujet lorsqu'il est arrivé. Je le trouve d'une maturité impressionnante et je trouve même de mieux en mieux, qu'il soit titulaire ou pas, quel que soit son temps de jeu, je trouve qu'il apporte toujours des choses positives. Donc je dirais lui, et pour le reste, c'est quand même très très dur. À un moment, on s'est dit, est-ce que ça peut pas être Dalton Connect? Est-ce que ça peut pas, qui scorait pas mal à un moment? Est-ce que ça peut pas, Alex Sarr, je trouve, a des stats plutôt intéressantes. Les stats, mine de rien, sont importantes. Il y a le cas Zach Edey aussi qui a manqué un mois de compète mais qui là vient de revenir et qui pose du double-double quand il joue, ça peut entrer en ligne de compte. Ce que je peux dire, c'est que c'est toujours une course extrêmement ouverte à l'heure à laquelle on parle. S'il faut choisir un mec, je dirais Castle. Ouais, je vais faire comme toi. Je pense effectivement que McCain est le choix évident là sur les 2 mois de compétition, mais bon, vu qu'on sait que McCain il va pas jouer avant un grand moment, autant pour nous essayer de se concentrer un peu sur ceux qui sont encore en course. Et je vais dire comme toi, je vais dire Castle. Ce que j'aime chez Castle, c'est que je trouve que c'est un winning player en fait. Et c'était déjà le cas à la fac. Tu vois, c'était un joueur et c'est ce qui m'inspirait confiance. Je voulais que les Spurs le prennent haut. J'étais content qu'ils le prennent en 4. Parce que c'est un gars qui va pouvoir jouer sur plusieurs positions, qui va pouvoir défendre sur plusieurs positions, qui va pouvoir prendre plusieurs rôles différents pour faire gagner son équipe. Alors le vrai élément pour lui, pour passer un cap, ce serait le tir. Hein. Il a quand même des pourcentages. Tu vois, au tir 37%, au tir 27% à 3 points, et élu rookie de l'année avec ça fait grosse tâche. Mais comme toi, je trouve qu'il a celui qui a le plus d'impact. Et je mettrais Castle. C'est une cuvée faible. Enfin, c'est une cuvée où j'aime bien ton terme ouvert, c'est mieux formulé. Parce qu'en fait, c'est pas que c'est faible, c'est qu'il n'y a pas une locomotive, mais il y a 7 joueurs à plus de 10 points. Et sachant qu'il y en a 3 autres à plus de 9 points, c'est rare ça pour une promotion de rookie. C'est rare qu'il y ait des rookies qui scorent. Alors qu'il y ait autant de rookies qui soient autour des 10 points, c'est assez rare. Sauf que voilà, il n'y en a qu'un seul qui est au-dessus de 11,7, c'est Jared McCain qui est à 15. Donc voilà. Donc aujourd'hui, bon, en fait, pourrait y avoir un mec qu'on n'a pas cité qui prend feu sur 1 ou 2 mois et il finit rookie de l'année. C'est tout à fait possible. Moi, je pense qu'il faut faire attention à Zach Edey parce qu'il va refaire des stats, parce qu'il va rejouer 24 minutes après avoir manqué un mois d'absence. Après avoir manqué un mois, pardon. Ça me paraît être un pari pas trop mauvais. En sachant que tous les gars qu'on a cités, on n'a même pas trop cité Zachary Zaché qui à un moment a été pas mal au scoring aussi, qui joue quand même beaucoup. Bon, il y a de l'irrégularité, donc je le vois pas être rookie de l'année à la fin, mais qui sait si la deuxième partie de saison est prolifique pour lui. Bon, Atlanta est compétitif, donc ils sont pas forcément sur un mode full développement, mais bon, en tout cas, ça reste une course très très ouverte. Allez, je te propose qu'on enchaîne avec un autre trophée assez ouvert, c'est le MIP. Je vais te donner moi ma position en premier. Moi, je vais prendre Franz Wagner. Ouais. Franz Wagner, parce que je trouve qu'en l'absence de Banchero, enfin, il a passé un cap. On l'a surtout vu quand il n'y avait pas Banchero. Et j'ai trouvé qu'en l'absence de Banchero, on n'avait pas en Wagner juste un joueur All-Star. On avait un joueur qui, pour moi, se rapprochait du niveau All-NBA. Et qui faisait gagner une équipe qui défend certes très fort, mais qui a peu de talent offensif. Et il a réussi à maintenir à flot cette équipe. Et pour ça, il fallait être à un niveau que je considère comme très élevé. Et quand je dis pas juste All-Star, c'est que voilà, il y a des joueurs, on sait, ils prennent 2-3 sélections All-Star dans leur carrière, ce qui est honorable. Hein. Peut-être que ce sera le cas de Wagner, peut-être qu'il n'en aura pas plus. Mais là, sur ce stretch-là, on a vu vraiment un potentiel
third team All NBA, des trucs comme ça, tu vois. Quelque chose que je trouve encore plus solide chez Wagner. Et je trouve que c'est un cap très difficile à passer. C'est pour ça que je mettrais Franz Wagner aujourd'hui. À l'heure actuelle, ça me semble être un bon pic. Malheureusement, sa blessure fait qu'on risque pas de le revoir tout de suite et que ça handicape ses chances d'être éligible. Mais tout à fait d'accord avec toi. La manière dont il a step up après la blessure de Banchero, c'était impressionnant. Moi, je reciterai encore Jalen Johnson, que j'adore, qui a une petite hausse statistique, mais qui, même sur la façon dont il joue, continue de progresser constamment. Il sera peut-être pas vainqueur, mais je pense qu'il sera quand même pas trop mal classé. Il doit être haut dans la course. Bien sûr. Toujours Atlanta, Dyson Daniels qui arrive qui se révèle totalement. On avait vu des bribes de son talent quand il était à New Orleans. Je trouve que là, on le voit dans un registre de 3&D qui est quand même super intéressant. Donc là aussi, il y a une vraie progression. Moins impressionnant statistiquement en termes de progression, mais je trouve que dans le comportement et la manière dont il est utilisé, Evan Mobley doit être mentionné. Il sera même peut-être podium à la fin. Je pense qu'il a le profil pour plaire. Et là aussi, c'est une course où il y a énormément de types qui sont prétendants dans différents registres, le changement de statut, l'augmentation des stats. On peut citer RJ Barrett à Toronto, on peut citer même Norman Powell qui fait la saison de sa vie avec les Clippers. Tyler Hero qui arrive aussi quand même à maintenir Miami à un niveau intéressant avec son scoring. On n'a pas parlé du tout de Cade Cunningham, mais Cade Cunningham, quand même, cette année, il est en train de répondre à la question, est-ce que ça peut être lui le visage de l'équipe, ou en tout cas le leader de l'équipe? Franchement, je trouve que là, au-delà du fait qu'il enchaîne les triples-doubles et que Détroit fait une saison un peu moins mauvaise que ce qui était attendu, il est très bon et il est en vraie progression. Il est en train de répondre à cette question, je trouve. Donc, lui aussi sera pas très très loin du compte, à mon avis, à la fin. J'aime beaucoup Cade Cunningham. Je trouve que les Pistons, même s'il y a eu les arrivées de Tobias Harris et Tim Hardaway Jr., qui évidemment, ça donne deux vétérans, je pense notamment à Tobias Harris, ça peut changer la donne. Mais si l'équipe est plus forte que l'an dernier, et elle est quand même nettement plus intéressante, pour moi, c'est surtout Cade Cunningham, en fait, qui est en train de comprendre quelles décisions doivent être prises à quel moment, comment faire gagner son équipe. On a un joueur qui, pareil, voilà, s'affirme comme un All-Star pour le coup, Cade Cunningham. Et il y a une vraie progression, et je pense que tu as raison de le souligner, c'est très intéressant dans cette course au MIP. D'ailleurs, Wagner est blessé, Ouais. On en parlait pour McCain, mais Wagner, il va manquer pas mal de matchs. Il sera peut-être, faut pas oublier qu'il y a cette limite des 65 matchs pour être nommé sur un trophée. Je crois que ça prend pas en compte juste le Roy. Et je suis même pas sûr pour le Roy, mais je crois que le Roy rentre pas en compte. Mais bon, bref, pour le MIP, peut-être qu'effectivement Wagner sera pas dans la course, et Cunningham est peut-être le deuxième plus gros nom avec Jalen Johnson, quoi. Ouais. C'est peut-être les trois. Je trouve que Dyson Daniels, il sera peut-être un peu moins considéré parce qu'il y a une hausse de temps de jeu qui explique de toute façon la hausse statistique, quoi. C'est une question d'opportunité. Il jouait pas à New Orleans et là il est titulaire aux Hawks. Mais Cunningham, Wagner, Jalen Johnson, ça me semble, c'est trois joueurs en plus qui se rapprochent qui soit deviennent des All-Stars, soit deviennent des All-NBA, soit se rapprochent du statut All-Star. Pour moi, c'est les caps les plus durs à passer. Et Ouais, ça me semble je pense pas que mal. on sera pas loin du compte avec cela. Allez, on peut enchaîner avec le trophée de meilleur sixième homme. Peut-être un peu plus facile là. Oui, je soufflais, mais parce que c'est jamais simple. Mais là, ça va, c'est jouable. Il y a quand même un mec qui se détache, je pense. Quand même. Peyton Pritchard Qui se régale en sortie de banc avec les Celtics, qui est totalement libéré, carte blanche, prend les tirs en toute fin de possession, juste avant la mi-temps, tire d'où tu veux. Il a un scoring qui est relativement constant, super. Puis ce qui est bien, c'est qu'il y a eu une progression un peu linéaire pour lui, tu vois, il a gagné en temps de jeu au fil des saisons depuis son arrivée, c'est la récompense d'un travail continu, et pour l'instant, je vois peu de joueurs qui peuvent avoir les mêmes prétentions que lui. Est-ce que c'est le meilleur scoreur en sortie de banc? Ça, je sais pas. Oui. Meilleure moyenne de points en sortie Il de banc. a 16 points, 47% au tir, ou 48% au tir, 43%. Par rapport à l'étalonnage Lou Williams, tu vois, qui était toujours meilleur marqueur avec Jamal Crawford d'ailleurs aussi. Mais en plus, je trouve que c'est des joueurs. Pour le coup, il est nettement moins vide. Enfin, pareil, encore une fois, j'utilise le terme vide. C'est injuste. Il est nettement moins unidimensionnel que Lou Williams et Jamal Crawford, en fait. Peyton Pritchard. Ouais, il se bagarre. Il défend. En fait, tu vois, par exemple, si on prend par rapport à Bud Hield, pour moi, ça rentre dans le cadre de Lou Williams, Jamal Crawford. Ouais. Sauf qu'en plus, il peut même pas dribbler. Bud Hield, je suis un peu dur avec ce joueur
qui est un bon joueur, mais qui est parfois moins bon que ses stats peuvent le laisser penser. Parce qu'en fait, Buddy Hield, il n'y a que s'il met ses tirs qui sert à quelque chose. Ouais, c'est un peu Buddy ça. Hield, s'il met pas ses tirs, il sert à rien. Et d'ailleurs, l'excitation est un peu retombée du côté de Golden State. On s'est rendu compte que, bon, ok, c'est pas non plus le gros différence maker. Alors, il est toujours à 14 points par match en sortie de banc. Ça a bien baissé d'ailleurs. Il était à 18-19 à un moment. Il a toujours des pourcentages plutôt corrects parce qu'il y a 42% à 3 points, ce qui est très très bon, et il a 44% au tir. Mais Buddy Hield, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Alors que Pritchard, pour moi, c'est un 6e titulaire en fait du côté des Celtics. C'est impressionnant que les Celtics puissent avoir ce joueur. Il défend, il est capable d'organiser le jeu, il est clutch, il est dur sur l'homme, il est agressif, il est bon shooter, il dribble. Quand il est dans le 5, et quand il est dans le 5, il est bon aussi. Quand il est dans le 5, il est bon aussi. Il pourrait faire la même chose que Derrick White en fait. Ouais. En fait, Peyton Pritchard, toute proportion gardée, mais il pourrait prendre le rôle de Derrick White. Derrick White se blesse, les Celtics pourraient être champions. Si Porzingis est là, Derrick White se blesse, bah oui, ça affaiblirait le niveau des Celtics, mais il y aurait encore un scénario où ils sont champions, quoi. Pritchard, il prendrait la place dans le 5 et voilà. Et après, faudrait tenir avec cette tout le monde devrait hausser son niveau de jeu, mais il pourrait être encore champion. Il y a vraiment, du coup, je pense que Pritchard me semble être vraiment bien parti pour aller chercher son trophée. J'ai quelques noms à te balancer au cas où Pritchard venait malheureusement soit à se blesser, soit à chuter drastiquement. Ty Jerome, c'est pas mal avec Cleveland. Ouais, clairement. Ty Jerome qui a eu quelques matchs dans le 5 aussi. DeAndre Hunter, on le voyait pas comme un 6e homme, mais il est plus sorti du banc qu'autre chose. Il est vraiment pas mal. Bon, alors lui aussi il a manqué quelques matchs, donc je sais même pas s'il est éligible encore à l'heure actuelle, mais Malik Monk, ça reste un mec qui sort plus. Alors il était titulaire au dernier match, donc maintenant il est dans le 5. Ouais, c'est ça. Quelques matchs là, maintenant il est dans le 5. Faut voir si c'est amené à durer, mais lui dans tous les cas c'est pareil, c'est-à-dire c'est microwave quand il entre, t'es obligé de le considérer. Après, le 6e homme en titre, Nasrid. Gagnera pas une deuxième fois, je pense. Ça paraît. Je pense que voilà. Il y a toujours pareil de Bobby Portis qui joue beaucoup en sortie de banque et qui recommence à avoir un bel impact, tu vois. Ouais. Mais sinon, non, moi je pense que la discussion peut pour l'instant s'arrêter à Peyton Pritchard, à mon avis. Non, et c'est vrai que tu as raison, parce que, attends, DeAndre Hunter, c'est lui en fait le meilleur marqueur en sortie. Il marque beaucoup parce qu'en fait il joue beaucoup parce que il limite Quinn Snyder limite généralement Zachary Rizaché sous les 20 minutes, ou à 20 minutes. Du coup, DeAndre Hunter récupère le reste du temps de jeu et ça fait qu'il a pas mal de temps et qu'il fait des stats, quoi. Ah, il a 19 points, 47% au tir et 45% à 3 points. Alors il avait commencé dans le 5 la saison. Ouais. Mais effectivement, DeAndre Hunter aura clairement son mot à dire. Et Bobby Portis, t'as fait très bien de le noter parce que ses coups de chaud. Alors par contre, lui, il passe jamais la balle, mais ses coups de chaud sont. Le trou noir. tu donnes la balle, tu la revois pas, ouais. Ah ouais, non, tu la revois pas, ça c'est clair. Tout en écarquillant les yeux, évidemment. La signature. Allez, le Deepoy. Oh, j'ai dit ça à chaque fois, hein. Je souffle, je m'excuse le Deepoy. En début de saison, on s'était dit que c'était du tout cuit pour Victor. Tu trouves que c'est toujours du tout cuit pour Victor ou pas? Je trouve qu'il est toujours favori. Premier. Ok. Ouais. Moi, je mettrais Victor. Je vois pas. Il y a Dyson Daniels qui est intéressant, mais sinon. Je me demandais. Je pense peut-être que je mettrais peut-être Wembanyama à l'heure actuelle. Mais j'aime bien les sortir des candidats un peu de nulle part. Enfin, pas de nulle part, mais qui a un peu de discussion parce que c'est tellement difficile de comparer un défenseur intérieur, en guillemets, un protecteur de cercle, et un mec qui va au charbon. J'aimerais bien citer Jalen Suggs, mais. Ouais, il fait encore du bon travail, hein, mais. Yanis, c'est bien. Hein. Bon, Là, il sera tellement cité dans d'autres sphères qu'il va être oublié pour lui. Là, dernièrement, depuis que les Wolves se sont remis à défendre, donc on va dire depuis 6-7 matchs, on revoit plus Rudy dans le secteur défensif, donc ça c'est bien. Je pense qu'il part de trop loin, peut-être cette année, ils ont trop mal commencé pour qu'il espère cette année en tout cas de devenir quintuple DPOY. Qui on n'a pas cité? Evan Mobley, toujours bien, c'est toujours stable, c'est toujours bon, comme Bama Adebayo, c'est des types auxquels il manque peut-être un petit truc, tu vois, je sais pas, soit une meilleure médiatisation de leur candidature, quelque chose comme ça, peut-être. Mais les gens vont se dire que Evan Mobley, en fait, ce serait une récompense collective, en fait. Ouais. Parce que tu vois, c'est un très bon défenseur, mais je l'aurais pas mis dans le top 2 là, tu vois.
Je l'aurais pas mis dans le top 2 du Deep Boy, pas des meilleurs défenseurs. Je parle même pas du classement des meilleurs défenseurs. Mais tu vois, il y a Jarrett Allen qui protège le cercle. Tu vois, c'est pas comme si Evan Mobley. Mais bon, après, c'est un joueur qui a un potentiel défensif intéressant. Mais je sais pas. Dyson Daniels est l'aspirateur à ballon, tu vois. Bah, il sera dans un. C'est comme. C'est-à-dire qu'il va faire. Je pense qu'il est deuxième. Je pense qu'il est meilleur que le joueur que je vais citer, mais il y a un joueur qui avait un temps de jeu pas énorme, mais qui a réussi à être toujours dans les discussions pendant 2-3 ans et qui a été dans un meilleur 5 ou un deuxième meilleur 5. Il y avait Matisse Thybulle à l'époque. Ouais. Pareil, lui, c'est un aspirateur. Enfin, c'était un défenseur phénoménal, mais qui apportait tellement peu de l'autre côté, beaucoup moins que ce qu'apporte déjà Daniels à Atlanta. Mais il peut, même s'il sera pas DPOI, je pense qu'il sera dans le meilleur 5 défensif. Je le vois comme ça en tout cas. Et sinon, Victor, oui, je pense que Victor. Moi, je pense qu'il sera même sur le podium. Tu sais, quand en fin de saison, ils nous donneront les 3 noms, il y aura Wembanyama, Daniels et quelqu'un d'autre, que ce soit Mobley, peu importe qui. Après, on verra, il y aura peut-être un truc qui va évoluer aussi d'ici là, mais je pense que ces deux-là sont quasiment lock. Et Wembanyama, en plus, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a un peu aussi, par exemple pour les Timberwolves, ton équipe, elle déçoit un petit peu. Tu vois, elle est moins forte que prévu. Donc on sera moins tenté de venir te récompenser. Les Hawks sont en progression, les Spurs sont en progression. Tu vois, il y a une espèce... Mobley, les Cavaliers seraient premiers de la conférence. Tu vois, il y a une espèce de narration autour que tu peux vendre. J'ai l'impression que... Et puis Wembanyama, c'est vrai que son équipe, quand il est là, dès qu'il sort, c'est plus tout la même chose en défense. Il a un impact... il progresse sur ça. Moi, l'an dernier, je trouvais que c'est trop tôt de le mettre aussi haut dans le Deep Boy, mais... Alors, au final, aujourd'hui, c'est vrai que est-ce que là le classement de son équipe, le disqualifie pour toi ou non, parce que en fait, je pense qu'en fait, ils sont plus forts que prévu. C'est pas tant à quelle place tu es, parce que la place à laquelle tu es, ça dépend déjà de toutes les autres équipes, ce qu'elles font, etc. Et puis ils sont à 13-13. C'est plus, voilà, ils ont un bilan positif. L'an dernier, ils ont gagné 22 matchs. Ils ont gagné 13 en 2 mois. Tu vois, la progression, on va y avoir un plus 15 sur l'ensemble de la saison au minimum. Ils ont gagné peut-être au minimum 37 matchs, les Spurs. Ouais. Donc ouais, je pense que la dynamique est en faveur de Victor Wembanyama. Ouais. Et le dernier, c'est le MVP. MVP. Tu veux que je te laisse commencer? Ouais, allez, je te laisse commencer. Les mots de tête encore, parce que y a des arguments... Alors, tu peux me donner le classement des Denver Nuggets, s'il te plaît, pour que je sache que je vais te répondre. Parce que les Denver Nuggets sont 5e à l'ouest. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont un meilleur bilan que les Milwaukee Bucks. Qui sont 5e à l'est. Qui sont 5e à l'est. Ok. Ils ont quasiment le même bilan. 14-10 pour Denver, 14-11 pour Milwaukee. Parce que dans les espèces de critères que j'essaie de m'imposer, je veux pas que ça favorise forcément Jokic, parce que je veux pas que les gens pensent que d'office, parce que je trouve que c'est Jokic, il faut qu'il... Mais allez, 5e, c'est peut-être encore... je pense que c'est encore... T'es totalement éligible pour être MVP. Faudrait pour assurer vraiment, dans mon esprit, le MVP, il faudrait qu'il soit dans le top 4, je trouve que ce serait bien. C'est un détail. C'est un détail sur l'impact, le côté essentiel, les coups de pression au scoring... tout fait que Jokic est le meilleur joueur du monde, je pense, actuellement. Après, est-ce que c'est le MVP ? Il y a des candidatures super intéressantes aussi. Giannis est en train de remonter en balle. Il fait une saison statistique et aussi extraordinaire. Et puis, il est quand même moteur dans le retour des Bucks dans la première partie de la conférence. Shai Gilgeous-Alexander est le moteur de l'équipe classée première à l'Ouest. Régularité folle aussi. On en parle peut-être un peu moins parce que c'est un tel métronome qu'il a jamais, je crois que c'est toi qui avais dit, il a jamais vraiment d'énormes coups, de haut très très importants. Il a jamais de bas par contre. Il est d'une constance qui est exceptionnelle sur l'adresse, sur la production. Jokic, les hauts sont très 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 hauts, les bas sont quand même hauts pour le commun des mortels. Ouais, j'allais dire tu vois. Jokic, il a pas vraiment de bas non plus. Hein. Et je note, je lisais ce matin que si Jokic gagne le MVP cette année, donc ça lui en fera 4 sur les 5 dernières années, et il n'y a que 2 joueurs qui l'ont fait dans l'histoire, ça. Il y a Bill Russell, qui avait fait 4 sur 5 entre 61 et 65, je crois, ou 60 et 65, et LeBron, entre la saison 2008-2009 et 2012-2013, 4 sur 5. Donc là aussi, quand je dis il faut faire attention, il faut juste être prêt à se dire, là encore, si Jokic en gagne encore un, et dans ce laps de temps, ce sera pas n'importe quel joueur dans l'histoire, quoi. Et même s'il finit qu'avec un seul titre, c'est quand même une récompense qui normalement n'est pas à prendre à la légère.
Voilà, ça va devenir la discussion va atteindre encore d'autres sphères à son sujet pour les classements all-time. Moi, à l'heure actuelle, ça me gêne pas de le mettre MVP une nouvelle fois. Honnêtement, pour l'instant, il est tellement impressionnant. Les Nuggets le sont pas du tout, mais il est valuable. Il fait gagner son équipe quand elle en a besoin. Je trouve que c'est le meilleur joueur du monde. Donc voilà. Je faisais ma réflexion en même temps que je te parlais. Je pense que Jokic est un, et comme souvent, comme sur les années précédentes, je trouve que les candidatures des gars derrière lui sont toutes très défendables à ce stade de la saison, que ce soit pour Giannis ou pour Shai Gilgeous-Alexander par exemple, et il y en a d'autres que j'ai pas cités évidemment, mais pour l'instant je pense que je suis un peu fixé sur ces trois-là. Ah, intéressant. Je vais d'abord porter une espèce de dédicace à Julien Deschutner qui m'a fait changer d'avis sur le classement. Je vois que tu as ouvert là-dessus. C'est vrai que moi pendant longtemps j'étais un peu sur cette définition un peu traditionnelle, faut être bien classé pour le MVP. Pardon. Je suis plus tout là-dessus. Jokic, les Nuggets, il pourrait terminer 8ème, que je pense que je le mettrais quand même très haut placé dans la course au MVP. Giannis, presque pareil pour les Bucks. En fait, de toute façon, leur niveau de jeu est tel que je sais que leur équipe va pas finir trop mal classée. Et pour moi, Jokic et Giannis, ils sont des années-lumière au-dessus de tout le monde là dans la course au MVP. Shai Gilgeous-Alexander est peut-être le 3e homme, éventuellement Tatum. Mais Jokic et Giannis, on est sur des niveaux de jeu, je sais même pas si on se rend compte. Et tu vois, cette histoire, c'est intéressant ce que tu soulignes, les 4 MVP en 5 ans. En fait, Jokic, c'est déjà un joueur incroyable à l'échelle de l'histoire de la NBA. C'est juste que on est tellement centré sur l'instant, on n'arrive tellement pas à prendre du recul de manière globale quand on analyse les choses, on se refuse toujours, et c'est toujours avec c'est après coup qu'on apprécie c'est comme LeBron qui a été détesté par une partie du public, et dont par moi aussi d'ailleurs. J'étais un gros hater de LeBron. Quand il va prendre sa retraite, d'un coup, tu vois, en fait, tu vois comment on réhabilite tout le monde. D'un coup, tout le monde même Vince Carter, il y en a plein qui disent mais c'était une légende de ouf. Non, pas tant que ça, tu vois. En fait. Enfin, il a été légendaire sur d'autres aspects, sur le dunk et tout, mais et du coup, j'ose imaginer ce qu'on va penser de LeBron quand il va s'arrêter. Il va y avoir une espèce de truc immense autour de LeBron. Et je pense que ce sera pareil pour Jokic. D'un coup, dans 20 ans, on se rendra compte qu'il était trop chaud, en fait. Et aujourd'hui, c'est comme si des fois, on refusait un peu de vouloir dire mais que Jokic est un des meilleurs joueurs de l'histoire, et quand je dis un des meilleurs joueurs, on parle de top 10 en fait. On parle d'un mec qui est en termes de niveau de jeu, il est dans les 10 meilleurs joueurs de l'histoire, Jokic. Oui, peut-être pas en termes d'accomplissement, donc si tu fais ton classement des GOAT, c'est ça, c'est un mix, le classement dans les GOAT, il y a un mix d'accomplissement, de palmarès, et voilà, c'est ça. Sachant que il y a de plus en plus d'équipes en NBA. Alors là, bon, Jokic il joue avec il y a 30 équipes, ce qui était aussi le cas pour Shaq. Shaq, il y en avait 29. Bah non, 29. Quand il est arrivé, les Bobcats, c'était pas là. Il n'y avait pas les Hornets. Il y en avait 29. Bon, bref, peu importe. Après, même quand Shaq il est arrivé, il n'y avait même pas encore les extensions de 95. Mais peu importe quand il gagne ses titres. Puis 29-30, là, je chipote, tu vois. C'était plus pour Bill Russell quand ils font une Ligue à 8. Ok, merci, tu vois. À un moment, les bagues, mettons ça de côté, tu vois, sur certains trucs. Jordan, il y en avait quoi, 27 ou 25. Bon, pareil, c'est pas une différence énorme, mais on a plus d'équipes et on a beaucoup plus de talent surtout. Je suis désolé, je le dirai encore une fois. On peut ne pas apprécier le produit NBA aujourd'hui, on peut ne pas apprécier le style de jeu, etc. Il y a plus de talent à cette époque qu'à n'importe quelle autre époque. Arrêtez de venir. J'adore les années 80, les années 90. J'aime bien, tu vois, j'aime bien l'histoire de la NBA, mais la qualité des joueurs aujourd'hui, la qualité technique des joueurs aujourd'hui, c'est inégalé. Et c'est pas dire que c'est des plus grands joueurs en fait que ceux de l'époque, parce que c'est juste l'évolution logique. On l'a déjà cité plein de fois. C'est juste que normal. Tu vois tout ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé avant, tu apprends de tout ce qui s'est passé avant, tu profites de tous ces progrès-là, et du coup, en termes de qualité technique, on a énormément de talent. Tout ça pour dire, je reviens à ma conclusion, que c'est quand même, je pense, très compliqué aujourd'hui d'aller chercher un titre. C'est plus compliqué, quoi. Je pense que c'est plus compliqué d'aller chercher plusieurs titres. On l'a vu, le back-to-back, je pense, c'est vraiment, ou même aller chercher plusieurs titres, je pense que c'est plus compliqué qu'à une époque. Je me permets de le dire, voilà, peut-être que j'ai tort, mais tout ça pour dire que Jokic, mec, une bague, pour moi, on est sur un mec qui a un niveau de jeu. Mais... Et en plus, lui, pour le coup, tu sais qu'il a toujours pas joué avec un deuxième All-Star, Nikola Jokic. Ouais, bah oui.
Mais est-ce qu'après dans l'histoire il reste pas comme, enfin, il pourrait dans la discussion des GOAT, il y a Will Chamberlain qui a gagné que 2 titres, tu vois, et qui a tellement dominé individuellement que ça pourrait être de cet ordre-là. C'est pas du tout les mêmes joueurs, on est d'accord, hein, mais c'est pour ça que oui, le nombre de titres, je suis d'accord avec toi. Hein, c'est pas bon. Là sur la question du MVP, ça n'entre pas en ligne de compte. Hein, on parle d'une saison à un instant précis. Oui. Je trouve que là, ouais, il domine tellement que moi, c'est juste que j'aimerais quand même je me limite un peu plus que toi. Je pense qu'il doit quand même, l'équipe doit être parmi quand même j'ai l'impression que son équipe doit quand même être parmi les meilleurs en tout cas. En tout cas, peut pas être 8e, 10e. J'aurais l'impression que il sera mentionné, tu vois, un mec sera mentionné. Et on dira ouais, il est valuable de fou parce que sinon son équipe elle est dernière. Mais je pense qu'il faut juste un minimum d'exigence sur le classement de l'équipe. Sur la domination individuelle, il est dans le top 3 au point, au rebond et à la passe. Ouais. Bah là voilà. Merci. Bonsoir à tous. Il est dans le top 3. Point, rebond, passe. Voire même peut-être top 2. Je crois qu'il n'y a que à la passe où il est 3e. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il est à 0,1 passe de moyenne de finir une saison en triple-double en jouant pivot. Ouais. Il domine comme jamais on a vu un joueur dominer, à part peut-être Will Chamberlain, sur le plan individuel. C'est... Ouais, si, Will Chamberlain quand même, tu vois. Et après, si, bien sûr, les plus grands joueurs, j'exagère. Michael Jordan, LeBron James, mais on parle que des plus grands en termes de domination. Il est, en termes de niveau individuel, il est à ce stade. Il y aurait un All-Star aux Nuggets, ça serait terrible. Après, moi, j'ai quand même envie de donner de l'amour à Giannis, parce que je pense que Giannis est celui qui se rapproche derrière. Giannis, pour moi, est dans la course pour le MVP, très clairement. Giannis peut finir MVP. Si pour X ou Y raison, je sais pas, petite panne de Jokic, les Nuggets, comme tu l'as dit, qui tournent moins bien, qui finissent pas très bien classés, peut-être l'envie de pas lui donner un 4e trophée, tu vois, ça ferait son 2e doublé en 5 ans. L'envie de saluer Giannis parce que les Bucks, je sais pas, finissent en trombe la saison. Giannis est énorme aussi pour le coup. Giannis, on est sur le pic. Giannis, Théo disait quelque chose la dernière fois, on en parlait après un CQFR avec Théo. Il disait mais Giannis, en fait, c'est le Shaq de l'an 2000, pas dans le style de jeu, mais dans le mode je vais vous écraser. Et là, vous allez rien pouvoir faire. Je vais vous écraser, personne ne peut rien faire. Et même les Celtics, je me souviens de ce match entre Milwaukee et Boston. Boston pouvait absolument rien faire contre Giannis, quoi. Ouais. Donc ouais, Giannis assez haut placé. Donc t'es sur Jokic aussi. Ouais, Jokic devant Giannis. Ok. Ouais, moi je mettrais bien Shea aussi, mais bon non, ça va encore bouger. Shea est pas loin, enfin pas loin. Non, moi je le vois loin. Mais Shea est dans la course et son équipe est très fortement placée. Il a des stats. Ouais. On n'a même pas parlé de Luka Doncic qui a manqué des matchs, mais qui quand il est là, il envoie du bois quand même. Hein. Oui, c'est clair. Les Mavs sont bien classés. Tatum, on n'en parle jamais, mais c'est parce qu'on a l'impression que l'équipe fonctionne. Je pense qu'il paye, malheureusement, je sais que je connais ton avis dessus, hein, t'inquiète, il paye dans l'esprit des gens, j'entends, hein, le fait que Brown a été élu MVP des finales, qu'on se dise, bon, bah en fait, ils sont deux. Voilà. Il paye le talent de son équipe, je pense, un peu. Mais pourquoi dans ce cas, Shea, il paye pas le talent de son équipe? Tu vois ce que je veux dire? Je sais que c'est pas les mêmes noms. Oui, en fait, c'est juste c'est pas les mêmes noms, en fait. C'est juste c'est pas le même pédigré, hein, je sais bien, mais tu vois pourquoi? L'équipe semble moins forte aux yeux des gens, je pense. Mais bon. Oui, je pense que si t'enlèves Tatum des Celtics et t'enlèves Shea Gilgeous-Alexander du Thunder, bien sûr, c'est. Je suis d'accord que OKC est bien en dessous de Boston, tu vois. Ouais. Shea est ultra valuable. Shea fait une superbe saison. Shea pourrait être MVP, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas. J'ai l'impression qu'il est quand même. Il est moins fort que. Il tombe à une époque. C'est quand même dur de tomber à cette époque-là. Il y en a il y en a d'autres avant lui qui sont tombés sur des époques où ils n'ont pas pu être MVP et où ils auraient été MVP dans certaines saisons après, quoi. Mais je sais que c'est différent, mais Shea aujourd'hui pour moi c'est peut-être pas l'un des 3 meilleurs joueurs de la ligue, tu vois. Bon, ça s'entend. Hein. C'est un des 5 peut-être, ouais. Mais je suis pas sûr que ce soit un des 3 meilleurs joueurs de la ligue. Ce qui est déjà énorme vu de là où il partait, quoi. Vu les attentes qu'il y avait sur lui au départ, c'est quand même déjà le fait d'être constamment l'un des meilleurs, c'est une belle legacy, je trouve. Dans tous les cas, et elle n'est pas du tout écrite la sienne. Hein. Je veux dire, OKC espère gagner des titres à juste titre, mais c'est déjà cette régularité. Moi, je trouve qu'elle est quand même impressionnante aussi. Ah, mais je suis d'accord. En fait, Shea, il y a le case pour que Shea soit MVP. Je pense qu'il faut que le Thunder gagne énormément de matchs. Tu gagnes 65 matchs,
Première équipe Je de te la ligue, rappelle, quoi. Ouais. les Celtics ont gagné 64 l'an dernier, Tatum il n'est même pas dans le top 3, hein. Ouais. Mais bon, t'en gagnes 65, peut-être que tu tu peux effectivement commencer à dire non mais arrêtez vos conneries. Regardez cette équipe-là, elle gagne pas 65 matchs. Mais regarde, bien sûr, t'enlèves chez du Thunder. Mhm. Je pense que le Thunder avec Hartenstein, Holmgren, Jalen Williams, sa défense, etc., est capable de, de faire à peu près ce que fait le Magic en moins fort, tu vois. Oui, encore en moins fort, je sais pas. Plutôt à l'ouest, je vais le tourner Ouais. sur en mode à l'ouest. Je pense qu'on aura un Jalen Williams qui prendrait de l'ampleur, etc. Un Chet Holmgren qui tournera un peu mieux. Je pense que le Thunder peut gagner 45 matchs. Ok, ça c'est ma conclusion. Avec Shea, ils en gagnent peut-être 65. Donc c'est énorme. Hein. Shea. Ouais. Je veux vraiment pas que ça passe comme un truc anti-Shea, loin de là. Je trouve que Shea Gilgeous-Alexander est vraiment un bon joueur. Enfin, c'est plus qu'un bon joueur. Vraiment un excellent joueur. T'enlèves Jokic des Nuggets, je pense que les Nuggets, ça joue la loterie. Ah ouais. Ouais, il y a des... Oui, c'est possible, ouais. Oui, bah, c'est le côté valuable, du coup, qui est indiscutable. Mais bon, après, ce truc-là, pareil, je trouve ça un peu dur parce qu'en fait, c'est pas tant lié à Shea, en fait. Là, c'est même pas juste le niveau de Shea, c'est que juste qu'autour de lui, C'est la Shea, il a des composition de meilleurs l'équipe, joueurs oui, que... voilà. Ouais. Ouais, il a des meilleurs joueurs que les Nuggets. Après, en théorie, c'est une équipe. Enfin, c'est fou de se dire ça, alors que Denver est champion il y a 2 ans, qu'individuellement, les mecs, Jamal Murray est censé. Bon, il a raté le train du All-Star Game parfois à cause des blessures. Dans l'idée, c'est quand même pas un joueur trop éloigné du niveau All-Star. Aaron Gordon non plus. Michael Porter, il a le talent d'un mec qui, dans une autre équipe, pourrait être All-Star. Il y a un ancien MVP, même s'il est en fin de parcours, Westbrook. Ouais, loterie, j'ai exagéré, mais... Mais non, mais je comprends l'idée. C'est pour Bah, insister dès qu'il est sur pas le là, côté tu vois valuable, que- ouais, bien sûr. Ces 5-là, là, les Murray, les Mm. Porter Junior, les Gordon, ça fait rien. Parce qu'en fait, même justement, ce que tu viens de dire, ouais, ils ont été champions il y a 2 ans, mais ça te montre le parcours historique. Encore une fois, j'espère qu'un jour on se rendra compte de la campagne 2023 de Nikola Jokic en playoff. En fait, de comment ils mènent cette équipe-là au titre. Comment ces gars-là, ils les emmènent jusqu'au bout. Ouais. Quel niveau de jeu stratosphérique il a fallu atteindre pour qu'en plus Denver, tout du long, c'était ah bah ouais, les Nuggets ils vont être champions. Ah, c'est la meilleure équipe. Alors oui, tu vois, il y a après les Murray, les Gordon, tout ça, c'est des joueurs qui fonctionnent de toute façon mieux autour de Jokic. Donc c'est pour ça aussi que ça marche moins bien dès qu'il est plus là, c'est qu'ils sont perdus. C'est pas tant que les joueurs sont mauvais. Il y aurait peut-être une autre formule à trouver, tu vois. C'est juste que c'est tellement tourné autour de lui. C'est comme à une époque les équipes avec LeBron. Ouais. Il n'y avait pas des mauvais joueurs, mais dès que LeBron il sortait, c'était la débandade, tu C'est vois. clair. Parce qu'en fait, tout tournait autour de LeBron. Et là, c'est un peu la même idée. Mais les playoffs 2023, d'ailleurs, le livre GOAT est toujours disponible. Il y a un classement des plus grandes saisons individuelles qui n'a pas été fait par moi, pour le coup. Donc, je peux vous annoncer que Jokic est très, 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 très haut. Et on parle de l'histoire de la NBA. Après, voilà. Et c'est l'avis de quelqu'un qui, en plus, pour le coup, celui qui l'a écrit, gros amateur d'histoire de basket des années 80, des années 90. Énorme fan de Larry Bird. Et voilà, qui a connu toutes les années Jordan. Voilà, je vous donne des infos un peu. Et pourtant, il a mis Jokic très, 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 très haut. Donc, voilà. Allez, je vous ai spoilé un petit peu, mais il y a plein d'autres tops. Il y en a 130 au total. Moralité, achetez le livre GOAT pour les fêtes. Je viens seulement de le recevoir, moi. Ah ouais, vraiment, on me néglige dans cette rédaction. C'est tout, ouais, c'est ça. C'est le karma. Allez, on va s'arrêter là-dessus. Je fais très long sur Jokic. N'hésitez pas à nous donner vos trophées en commentaire, savoir ce que vous en pensez. Qui vous mettez en MVP, en coach de l'année, etc. On jettera un œil sur tout ça. Puis demain, il y aura un autre CQFR, ça sera sans moi maintenant, par contre, pendant un moment. Ouais. Je pars à l'étranger. Je n'aurai pas, donc pas de caméra, pas de micro. Peut-être que j'essaierai de passer une fois, on ne sait jamais, si Théo m'autorise à faire un CQFR sans micro. Allez, sur ce, bonne journée à tous. Bonne journée, ciao. Ciao.